Hello à toutes, ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Je voulais vous parler cette semaine d'un sujet ô combien difficile. On me le demande souvent, on en parle souvent entre designers, celle de poser ses limites, de poser des limites à son prospect ou à son client. Comment faire pour poser ces fameuses limites? Donc je vous propose qu'on parle de tout ça aujourd'hui. Le sujet, c'est poser des limites à son prospect ou son client. J'ai vraiment distingué les deux. Bien qu'il y ait des points communs, vous verrez que pour moi, c'est pas la même chose entre le moment où je dois poser des limites à un prospect ou le moment où je dois poser des limites à un client. On va y revenir. D'abord, avant toute chose, je voulais vous aider à voir déjà, est-ce que vous retrouvez dans cette situation? Comment on sait finalement si on est dans le cas où on ne pose pas de limites? Parce que des fois, la frontière, elle est assez floue. Donc, dans quel cas vous pouvez sentir que, effectivement, la limite, elle est franchie ou elle est en passe de devenir? Quels sont les indicateurs qui vous permettent de le ressentir? Moi, j'en ai listé plusieurs. On le sait déjà souvent quand il y a des négociations de tarifs qui se font lors d'un entretien de prospection. On appelle ça un peu les red flags, mais je pense qu'il y a aussi un truc un peu en termes de limites. C'est ok, on négocie déjà des tarifs on en est au début de la découverte d'un prospect et déjà on parle de tarifs ou déjà on essaye de négocier les tarifs. Donc là, voilà, il y a peut-être un cas où on ne pose pas ses limites. Ça peut être évidemment le projet qui déborde dans le temps. Là, clairement, je pense que c'est indéniable. La limite est franchie. Le projet ne respecte pas les deadlines et donc là, on n'est plus dedans. Ça peut être aussi le scope du projet, le périmètre du projet qui dépasse celui qui était initialement prévu au devis. Donc ça arrive très souvent, ça peut arriver très souvent, de ce truc de c'était pas ce qu'on avait convenu dans le devis, mais du coup là, clairement, on n'est plus du tout dedans, ça dépasse largement ce qu'on s'était dit. Il y a aussi un aspect plus feeling, mais c'est si vous ressentez que vous êtes plus maîtresse de ce qui se passe dans votre mission en fait. Si vous sentez que vous n'avez plus les rênes du truc, vous avez l'impression d'être dépassé ou qu'on vous donne des ordres, vous êtes dans une espèce de posture un petit peu d'exécutante et que c'était pas ce qui était convenu au départ, ça nous fait un peu sentir dépossédé. Donc ça, si vous ressentez que vous êtes un peu dépossédé de votre mission, c'est probablement que ces limites, effectivement, ont été atteintes. Et autre sentiment aussi que vous pouvez ressentir dans ces cas-là, c'est une énergie en baisse qui est énorme. Donc c'est de moins en moins de motivation pour faire la mission, pour avancer dans la prospection avec un client, un prospect, et d'avoir de plus en plus de stress. Vous appréhendez de plus en plus les points avec ces clients-là, que vous ne savez plus trop quoi dire, vous avez peur de plein de choses, de comment ça va avancer, vous manquez de vision. Et tout ça, vous le ressentez sur votre énergie en fait. Vous sentez que vous êtes un peu aspiré et tiré vers le bas. Bon, je pense qu'on a tous été confrontés à ça une fois dans notre vie quand on est freelance. L'idée, c'est que si vous êtes dans ce cas-là, dans tout ce que je vous ai listé là, c'est comment vous réussissez à reprendre les rênes et à poser des limites dans tout ça. Alors, par où commencer? Pour moi, je parlais effectivement de poser des limites à son prospect versus à son client parce que, avant toute chose, avant de parler des limites qu'on peut mettre à son prospect ou des limites qu'on peut mettre à son client, pour moi, c'est de définir vos propres limites. Ça paraît tout bête, mais en fait, avant de se dire « ouais, moi, il faut que je pose des limites à mon prospect, à mon client, ça déborde, etc. » Mais vous, c'est quoi vos limites? Est-ce que vous êtes au clair là-dessus? Est-ce que vous savez vos non négociables? Ça peut paraître bête dit comme ça, mais en fait, on n'a pas toutes le même contexte, la même histoire, la même vie. Et on est plus ou moins OK sur certaines conditions, sur certaines choses. Par exemple, bosser le soir ou un peu le week-end. Moi, j'accompagne des femmes. Il y en a certaines qui me disent, mais je suis OK en fait avec le fait de bosser le week-end et peut-être de me reposer dans la semaine, ou même bien de bosser un tout petit peu tous les jours, mais de bosser carrément moins. Enfin, en fait, on est toutes différentes. Donc, déjà, c'est prendre en compte votre contexte et vous dire, vous, c'est quoi vos non négociables. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, les non négociables, ça peut être de se dire, moi, systématiquement, mon client,
en début de projet, je veux le voir en présentiel. C'est un non négociable pour moi, j'ai besoin, pour X raisons, on n'est pas là pour expliciter, mais vous pouvez vous dire, moi je veux absolument rencontrer mon prospect en présentiel et pour chaque début de projet. Ça, c'est un non négociable. Ça peut être de dire, je ne veux plus ou je ne veux pas faire de visio de présentation client les après-midi ou en certains jours dans la semaine. C'est votre non négociable. Pour vous, c'est la limite, elle est là. Ça peut être aussi, d'un point de vue plus dans vos offres, mais de dire, je décide, en tant que brand designer, de proposer systématiquement une seule piste créative unique versus beaucoup de confrères et consoeurs qui peuvent proposer plusieurs pistes de créa. Vous, votre non négociable, c'est de vous dire, dans mon offre et dans ce que je veux proposer, moi, je suis pour la présentation d'une offre unique, enfin d'une piste créative unique. Ça peut être aussi, en tant que UX, de dire je veux proposer systématiquement dans mes accompagnements une session de user research. Je ne fais pas de de prestation si je n'intègre pas d'une quelconque manière la user research. Moi, c'était mon cas aussi sur la fin de mes missions. Je me suis rendu compte que vraiment, c'était absolument nécessaire. Pour moi, c'était un non négociable. Je voulais absolument, dans mes prestations, dans mes offres, intégrer ce fait de rencontrer des utilisateurs. Donc, c'était un non négociable. En fait, tout est possible. C'est ça qu'il faut se dire. Tout est possible. Vous pouvez mettre tous les non négociables que vous pouvez à partir du moment où ça fait sens pour vous. Parce que si ça fait sens pour vous, vous êtes capable de le justifier beaucoup plus facilement. Et du coup, ça amène un peu un truc un peu irréfutable. Vous êtes capable de justifier et de rendre les choses un peu limpides en mode « Ah bah oui, en fait, je ne peux pas réfuter ce que tu dis parce qu'en fait, tu le justifies tellement bien et tu en parles tellement bien que ça me paraît logique qu'on fonctionne comme ça. » Et ça a été mon cas, en fait. Moi, par exemple, quand je parle de la partie user research, le fait de l'expliciter clairement, de dire oui, non mais moi c'est obligatoire, par contre je vous dis pas que ça va primer sur le budget, enfin je vous dis pas que je vais faire pour 5 000 € de user research, je sais que vous avez pas non plus un budget limité, par contre moi ce que je vous propose, la solution c'est qu'il y ait ça mis en place de façon assez qualitative mais assez court dans le temps, de manière à ce que ça fasse pas augmenter votre budget global. J'explique aussi que ça permet de gagner du temps sur le maquettage. Enfin, voilà, j'explique plein de choses parce que ça fait complètement sens pour moi. De la même manière que je décidais à l'époque de ne pas faire de visio de présentation client le vendredi, j'explique pourquoi. J'explique que le vendredi, c'est mon jour de création en tant que tel. Ça me permet de me nourrir sur leur projet aussi, d'être focus sur la créa. Enfin voilà, il y a plein de façons. Mais en tout cas, c'est toujours de se dire, plus vous serez au clair sur vos non négociables, et plus ça se ressentira de l'extérieur et ça deviendra presque un non-sujet. Donc ça, c'est la première chose. Avant de se dire, je veux poser des limites à mon prospect, à mon client, dites-vous bien, moi, entre moi et moi-même, quelles sont mes limites ? Je dois définir mes propres limites et quelles sont mes non négociables. Ensuite, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, l'importance de poser des limites à son prospect. Et donc là, j'entends bien prospect et non client. Donc, pour moi, c'est à quel point c'est important de poser ces limites en avant-vente. Et je vous expliquerai pourquoi après, parce que une fois qu'on est en mission, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile. Donc, en fait, tout se joue là, pour moi, c'est de poser vos limites lors d'un process d'avant-vente et surtout avant le début d'une mission. Mais quand je dis avant-vente, en fait, c'est avant que ce soit signé. Parce qu'à partir du moment où il y a une vente, c'est-à-dire il y a un contrat qui est signé, c'est déjà là, on commence à rentrer dans un process de mission. Donc, c'est l'importance de poser ces limites en avant-vente. Là, c'est vraiment l'expérience qui parle et je m'inclus dedans parce qu'encore une fois, j'ai été 10 ans en freelance et j'ai aussi coché cette case-là. Mais c'est que souvent, on est super content d'avoir un prospect, on est trop content d'avoir quelqu'un qui est intéressé par nos services, ça fit bien. Là, je mets vraiment le scénario idéal, c'est-à-dire ça fit bien, la mission vous paraît trop cool, vous avez vraiment hâte parce que peut-être même ça fait un certain moment que vous n'avez pas une mission et donc du coup, vous êtes pressé de pouvoir démarrer cette collaboration.
Donc, vous allez aller très vite dans l'opérationnel, vous allez très vite vous mettre à signer, à réaliser un devis, à créer un devis, et à aller, oui, très vite dans le concret de la mission en tant que telle. Du coup, vous ne posez pas, vous ne prenez pas le temps de poser tout ce qu'il y a autour de la mission, donc autour de l'opérationnel. Et souvent, le prospect, il vous pousse vers ça. Hein. Clairement, il vous pousse vers « moi, je veux un devis pour ça, je vous ai demandé la refonte d'une plateforme SaaS. Voilà, c'est pour ça que je vous appelle, je veux un chiffre sur ce devis, je m'en fous un peu du reste. » Donc, ils ne le disent pas clairement, évidemment, mais ils poussent vers ça. Et c'est normal. Encore une fois, c'est pas de leur faute, mais c'est à vous aussi de prendre le temps de poser tout ce qu'il y a autour de la mission. Donc, autrement dit, quand vous faites ça, vous prenez pas le temps, souvent, de parler de vos valeurs, de ce qui est important dans votre travail, ce qui est important pour vous, de votre process, de tout ce qu'il y a autour. Donc, comment poser ces limites, justement, en avant-vente, avant le début d'une mission ? Il y a déjà quelque chose qui, encore une fois, pour moi, me paraît logique, mais je sais que c'est pas le cas quand on est plein d'enthousiasme et quand on a envie de bosser. Donc, je le redis là, mais en fait, c'est de prendre le temps de voir comment fonctionne l'entreprise en interne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de prendre le temps de voir si de qui est composée l'équipe, comment ça se passe entre eux. Est-ce que vous ressentez qu'il y a des points de friction entre eux ? Je sais pas. Par exemple, quand vous êtes en entretien ou je sais pas, la personne va vous mettre à se mettre à parler du product manager ou d'un dev, et vous sentez en fait dans ses propos que c'est un peu compliqué avec cette personne. Voilà, est-ce que vous sentez que tous les process, tout ça, tout est clair dans la boîte, ou bien, tout est fluide, ou bien que ce n'est pas le cas. Et si ça n'est pas le cas, souvent on associe ça au fait que c'est un red flag, faut pas y aller, attention, danger. Pas forcément. En fait, bien sûr, dans l'idéal, il faudrait qu'on bosse dans toutes les boîtes où tout est limpide, tout est clair, tout le monde s'entend bien, c'est un peu le monde des bisounours, etc. Ce qui est souvent pas le cas, mais ça veut pas pour autant dire que c'est gros warning. Par contre, moi j'ai envie de faire un petit peu le parallèle. En ce moment, il fait un temps pourri là où j'habite. Je sais pas vous, mais il pleut depuis 1 mois, c'est insupportable. Donc du coup, je suis très inspirée pour cette métaphore, mais en gros, c'est un peu comme décider de sortir sous la pluie. Sortir sous la pluie, c'est pas horrible en fait, ça peut être super chouette, ça peut être très très bien d'aller se faire une promenade sous la pluie, si on est équipé en fait. Si on décide de sortir comme s'il faisait beau, on va être trempé, on va pas kiffer notre vie, on va se dire que la pluie c'est nul et on voudra plus jamais sortir jusqu'à temps qu'il fasse beau. Mais on peut aussi se dire, il me semblerait que dehors, il fasse pas très très beau, il semblerait qu'il pleut même, mais je sais que ça peut être chouette, donc du coup je vais m'équiper pour, je vais mettre mes vêtements de pluie, je vais faire en sorte de pouvoir marcher pendant 1 heure sous la pluie sans trembler jusqu'à l'os parce que je serai toute humide. Et l'idée, c'est un petit peu ça. C'est de préparer son équipement pour se dire, je sors sous un temps qui n'est peut-être pas favorable de base, mais je vais tout préparer pour que ce soit une sortie qui est cool. Et la mission, c'est pareil. Vous sentez peut-être que... l'importance, justement, c'est ça. C'est de regarder, de mettre le nez dehors et de vous dire quel temps il fait. C'est pareil pour l'entreprise. Allez questionner, allez chercher, essayez de savoir, de mettre un peu vos antennes et de vous dire okay, quel temps il fait dans cette entreprise-là. Est-ce que ça a l'air un peu compliqué ? Dans ce cas-là, quels peuvent être mes garde-fous ? Comment je peux m'équiper ? Même en termes de posture, en fait, c'est peut-être presque de costume, de vêtements, effectivement. Est-ce que je peux mettre mon vêtement de pluie pour que ce soit un petit peu plus facile et que tout le monde soit content ? Donc ça, c'est la première chose pour poser ses limites en avant-vente, donc vraiment avant le début d'une mission. Il y a aussi cet aspect de volontairement avoir une démarche de ralentir le rythme. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on nous appelle, le besoin est très souvent urgent. Hein. Clairement, on veut démarrer dès demain ou le plus vite possible. Les gens sont pressés. Et encore une fois, je leur jette pas la pierre et c'est normal et il y a pas de souci avec ça. Mais vous, c'est aussi votre rôle de ralentir ce process-là avant la signature, avant le fait de faire un devis.
votre process de vente ne doit pas se faire en 24 heures. En fait, nous, notre métier, ce qu'on fait, ça nécessite plus de temps. On n'est pas là pour vendre une paire de chaussures, en fait. C'est vraiment, on est sur de la prestation de service où il y a un panier moyen qui peut être assez élevé pour les entreprises. Ce process de vente-là, il ne doit pas se faire en 24 heures. Ce n'est pas avoir une posture qui pose des limites, une posture professionnelle. Donc, ce qui compte, c'est de voir votre process et de se dire, je pose peut-être un premier entretien pour comprendre, un deuxième pour restituer mon devis, pour en parler, un troisième peut-être pour repréciser justement certaines choses. Enfin, c'est hyper important de ralentir le rythme, et ce qui compte là-dedans, c'est qu'ils comprennent et qu'ils voient que vous avez cette posture pro, que vous drivez les choses, que vous allez prendre le temps de poser le contexte, etc. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait, et en fait, on m'a jamais reproché de ne pas aller assez vite. Parce qu'en fait, encore une fois, c'était justifié dans le process, et ils se sentaient pris par la main. Au contraire, d'ailleurs, c'était souvent très positif. Donc, dans la même veine, d'avoir ce process un peu d'avant-vente qui ralentit le rythme, moi, ce que je suggère, c'est aussi de préparer un document que j'appelle un document non officiel. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur contractuelle, mais c'est un document qui vous permet d'appuyer vos propos. Souvent, c'est plus sympa. En plus, on est designer, donc souvent, on peut faire un truc assez canon, assez sympa, de présenter une sorte de charte de travail, une sorte de document qui pourrait expliciter un peu comment, quelle est la relation que vous voulez avoir, ou quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous. C'est un document un peu politique, je dirais, mais qui peut être très chouette en fait, et qui aussi vous sert de support. Et amusez-vous avec ce document. Il ne s'agit pas de faire un truc hyper froid, mais c'est de vous amuser à le présenter aussi, et d'avoir encore une fois cette posture de... Les agences le font beaucoup. Les grosses agences ont ces documents, ce genre de documents pour présenter un peu comment la collab va se passer, etc. Donc l'idée, c'est de vous inspirer un petit peu de ça, d'avoir un support bien fourni qui explique comment vous fonctionnez. Et ensuite, dernière petite tips pour poser vos limites en avant-vente avec votre prospect, c'est celle de la limite contractuelle finalement. Donc c'est celle où je ne suis pas le plus fan honnêtement, mais c'est de mettre des choses dans le contrat. Moi encore une fois, perso, en 10 ans, je n'ai jamais eu besoin de mentionner des choses comme ça dans mon devis. Je sais, il y a beaucoup de designers qui vont peut-être me dire mais what, t'as jamais fait de contrat général de vente, de CGV, etc. dans tes devis? Bah non. Bah voilà, je vous le dis, non, je l'ai jamais fait, j'ai jamais eu besoin de le faire, on m'a jamais... j'ai toujours réussi à redresser la barre s'il y avait besoin. Et surtout, on n'a jamais remis, franchement, vraiment peut-être au tout début, mais parce que moi-même, j'étais pas au clair. Hein. C'est encore une fois, c'est pas la faute du prospect, c'est moi qui étais pas au clair. Mais sinon, moi, j'ai toujours su capitaliser sur cette posture professionnelle. Et j'ai beaucoup travaillé, en fait, ça. Mon côté avant-vente et la confiance en moi que je pouvais mener et avoir en entretien. Donc, voilà. Maintenant, si besoin, sachez qu'il y a la possibilité d'ajouter des clauses dans votre contrat. Vous êtes tout à fait en droit dans votre contrat, en cas de retard, en cas de débordement du périmètre du projet, fixer les choses et dire concrètement comment ça doit se passer et faire signer ça au client. Ça peut tout à fait fonctionner. Alors, là on a parlé de l'importance de poser ses limites en avant-vente. Maintenant, si vous êtes dans le cas où vous êtes en mission actuelle, vous êtes en mission, vous êtes installé de toute façon, donc le sujet se pose de vous sentez que toutes les raisons dont je vous ai dit, vous êtes stressé, vous vous sentez mal, le projet dans lequel vous êtes actuellement, ça déborde, vous sentez que tout déborde, que vous n'avez plus du tout les rênes de votre mission et c'est hyper difficile pour vous. Il s'agit donc de redresser la barre pendant la mission. Déjà, je vous souhaite bon courage. Je ne veux pas du tout vous décourager, mais c'est juste que c'est dur, c'est plus dur. C'est vraiment plus dur. Encore une fois, je parle en connaissance de cause. Je sais ce que c'est. Ça va demander beaucoup plus d'énergie. Pourquoi ça va demander beaucoup plus d'énergie ? Parce qu'en fait, vous allez venir casser un fonctionnement, un rythme qui est déjà installé avec votre client. Ça fait peut-être même plusieurs mois que c'est comme ça. Certaines fois, c'est que quelques jours, quelques semaines, mais peut-être que vous, ça fait quelques mois que c'est comme ça. Et en fait, ça s'est installé comme ça, et du coup, notamment dans le cas des missions longues, c'est compliqué en fait. Vous allez forcément avoir plus de résistance en face,
parce que ce sont des gens qui se sont habitués. Et pour eux, c'est très confortable, hein, qu'on se le dise bien. Je pense pas que pour eux, ce soit inconfortable d'être dans cette position où ils n'ont pas de limite en face. Donc, il faut juste déjà, d'abord, dans un premier temps, vous préparer à ça. Vous dire, ça va être difficile. Je vais devoir avoir un peu plus d'énergie. Je vais devoir mobiliser plus d'énergie pour redresser, moi j'appelle ça redresser la barre, hein. C'est vraiment ça, c'est comme si vous étiez en mode avion qui va cracher et vous allez tirer sur le levier pour essayer de remonter et pas vous cracher à terre. Et forcément, ça demande un peu plus de force que d'avoir déjà un avion qui vole à un rythme soutenu, vous aviez déjà mis tous les petits boutons en pilote automatique et tout, déjà, voilà, donc c'est un peu ça. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est, et là, encore une fois, je vais peut-être un petit peu enfoncer des portes ouvertes, mais bon, vous me direz, mais je trouve ça hyper intéressant. Enfin, pour moi, tout se joue là-dedans. C'est déjà d'être dans une posture où vous vous dites, vous êtes à la recherche du compromis et du dialogue et pas de je vais partir à la guerre, défendre mes droits, il est temps de reprendre le pouvoir, il est temps de remettre des limites. Je sais pas si vous voyez un petit peu la différence, mais pour moi, c'est on y va en mode conciliation, médiation. C'est pas une confrontation vraiment qui doit frotter, qui doit être piquante. Vous êtes là pour que ça se passe bien et vous êtes là en recherche de compromis. Ouais. C'est plus ça. Dans ce cas-là, on est assez proche, je trouve, des techniques de communication non violente, de CNV. Alors, je ne suis pas coach CNV, je ne suis pas formée à la communication non violente, bien que j'ai vu du contenu là-dessus. Moi, il y a beaucoup de choses que j'applique de façon hyper naturelle, mais je sais que ça n'allait pas pour tout le monde, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais du coup, cette idée, en fait, se dire, je ne vais pas accuser l'autre de mal faire, ou de ne pas être clair, ou qu'importe, je ne vais pas chercher à accuser l'autre, mais je vais plutôt expliquer ce que son comportement fait sur moi, ou fait sur mon travail dans le cadre professionnel. C'est en tout cas ce que moi je perçois de l'autre et ce que ça fait sur moi, et hop, voilà, c'est un jeu, c'est pas la même chose. Je m'explique. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Ça peut être, vous êtes dans le cas où le créa, enfin, votre client vous dit toujours OK sur une étape de votre process. Donc, il valide votre proposition, il valide votre travail, et puis vous allez avancer à la phase d'après. En fait, il va vouloir revenir. Ah oui, mais non, en fait, j'ai changé d'avis. En fait, non, on va revenir avant, etc. Et donc ça revient. C'est pas qu'une fois, c'est 2 fois, 3 fois, etc. Vous sentez vraiment que c'est toujours là. Là, l'idée, ce serait de lui dire, le fait que tu questionnes toujours mes propositions en créa, alors même qu'ils aient été validés, ça me questionne. Moi, je me questionne parce qu'en fait, je suis toujours habituée à ce que quand on me valide quelque chose, ça veut dire qu'on revient pas dessus. Et encore une fois, je te tutoie tout d'un coup, mais je vous vois plutôt, mais l'idée, c'est, je sens, je me questionne, tu vois, il y a un côté un peu innocent. Je me questionne parce que, moi, je suis habituée à ce que quand on me dit oui, on me valide quelque chose, c'est que c'est fait. Donc, je me questionne. Donc ça me déstabilise et en fait j'aimerais mieux comprendre pourquoi à chaque fois qu'on passe à l'étape suivante, il y a un re-questionnement qui arrive chez vous. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez me dire ? Donc c'est vraiment questionner ça, qu'est-ce qui se passe dans ce fonctionnement ? Ça peut aussi être, vous avez vendu un devis, enfin une prestation sur un montant, un scope de projet, et puis en fait vous voyez bien que clairement ça dépasse le scope, que là vous êtes carrément ailleurs. Petit à petit, c'est un peu traître, mais voilà, vous migrez vers un truc qui n'était pas inclus initialement. Là, ça peut être de dire, on s'est mis d'accord sur l'offre A ensemble, et on a commencé depuis 3 semaines, par exemple, sur cette offre. Mais je dois vous dire que ce que vous me demandez maintenant, en fait, ça correspond vraiment à l'offre B, à mon offre B. Et j'imagine évidemment que c'est pas volontaire de votre part, mais parce que les choses ont le droit d'évoluer et votre contexte a évolué, et donc je le comprends. Mais du coup, j'essaie de savoir ce qui serait le mieux pour avancer sur votre projet, tout en étant aligné avec mon activité et mon emploi du temps. Donc je réfléchis à des questions. Est-ce que vous préférez qu'on resserre sur ce qui était initialement prévu dans l'offre A ? Est-ce que vous préférez
qu'on resserre ça, ou est-ce que vous souhaitez que je me mette à réfléchir sur comment avancer dans le cadre de mon offre B? Qu'est-ce que vous préférez parmi ces deux-là? Je sais pas si c'est très clair dans les exemples, et du coup, quand je vous parle comme ça, clairement, ça me fait penser... c'est le parallèle assez rigolo, mais ça me fait penser à ma fille de 6 ans. J'ai une fille de 6 ans, mais depuis ses 3 ans, hein, clairement, donc ça va parler probablement à toutes les mamans qui ont des enfants de plus de 3 ans, ou 2, hein, même parfois. Euh, mais en fait, on a toujours l'impression de devoir négocier, et en fait, ce qui marche vachement bien avec elle, donc je dis pas que les clients sont comme les enfants, ou les enfants sont comme les clients, mais peut-être un peu quand même parfois. Ce qui marche bien avec elle, c'est de lui donner le choix. Par exemple, tous les soirs, c'est la même chose. Tous les soirs, elle ne veut pas se brosser les dents et elle ne veut pas se mettre en pyjama. Elle n'a pas envie. Voilà, elle ne veut pas. Ce qui fonctionne bien, au lieu de lui dire « mais ça suffit maintenant, faut le faire, go, de toute façon, t'as pas le choix, c'est comme ça, c'est tous les soirs la même chose, tu sais bien que de toute façon, il faut se mettre en pyjama et il faut se laver les dents. » En fait, je lui dis, et c'est là où c'est un peu la communication non violente, et c'est pas de la manipulation, hein, pour moi, c'est vraiment, on veut tous que ça avance, en fait. Je lui dis, je comprends que t'aies pas envie. Enfin, moi, quand je suis fatiguée, j'ai aussi la flemme, en fait. Je dis pas la flemme, mais j'ai aussi pas envie. Et c'est vrai quand je dis ça, enfin, je partage une émotion, un truc vraiment vrai. Je suis dedans, quoi. C'est vrai que quand je suis fatiguée, j'ai la flemme et j'ai pas envie de me mettre en pyjama et de me brosser les dents. J'ai juste envie d'aller me coucher. Et je vais lui dire, moi, ce qui m'aide, en fait, c'est de commencer par la chose que j'ai un peu plus envie de commencer par rapport à l'autre. Et toi, ce serait quoi, par exemple? Est-ce que tu préférais d'abord te laver les dents ou te mettre en pyjama? Là, je lui pose une question qui est assez fermée, finalement, mais qui est quand même un choix. Tu préférerais quoi? En fait, c'est le fait qu'elle choisisse, qu'elle ait le choix, c'est beaucoup plus simple. Elle se met beaucoup plus facilement en action parce que c'est elle qui fait le choix. C'est elle qui se dit, je suis en position de force, entre guillemets, c'est moi qui ai décidé, donc c'est moi qui vais agir. Et en fait, avec votre client, c'est pareil. Avec votre client, c'est exactement la même chose. C'est d'être dans une posture d'écoute active, d'abord, de compréhension, chercher à comprendre ce qui se passe dans son contexte, ce qui se passe pour lui, ce qui se joue, et lui dire ce qu'il vient de dire, ça vous fait ressentir ou ça vous questionne. Vous pouvez être dans l'empathie en mode oui, je comprends que votre projet ce soit compliqué. Enfin, j'imagine, moi, si j'avais ce projet-là, évidemment, je me poserais exactement les mêmes questions à ce moment-là. Voilà, tout est hyper normal. Et du coup, je comprends, je ressens la même chose que vous. Et du coup, au vu de ce qu'il vient de dire et de ce qu'il ressent, en fait, vous voyez 2-3 choix, X choix, en fait, peu importe, hein, mais vous voyez certains choix pour lui, pour vous, pour le projet. Dernière chose, qu'est-ce qu'il préfère? Qu'est-ce qu'il préfère entre ces choix? Et vous verrez franchement que ça marche vraiment bien. C'est tout bête, mais ça peut vraiment fonctionner, en fait, quand c'est bien amené. Ensuite, la dernière, qui n'est pas hyper positive, mais parfois, poser ses limites face à son client, c'est aussi de quitter la mission, tout simplement. De quitter ce client et de dire stop. C'est aussi poser des limites. Vous avez le droit aussi de ne pas vouloir à tout prix chercher un consensus, d'être dans cette posture dont je vous parlais juste avant. Vous pouvez aussi vous dire, là, poser les limites, c'est quitter la mission. Et ça m'est également arrivé. Alors, pas beaucoup de fois. En 10 ans, ça m'est arrivé, je pense, 2-3 fois. À différents stades. Hein, donc, et ça m'est arrivé au bout de 8 ans, 8-9 ans, une de mes dernières expériences. Donc, c'est pour vous dire que même longtemps après, on peut encore être amené à se laisser embarquer dans une mission et à pas réussir à avoir les limites. Et c'est OK, en fait, c'est pas grave. Moi, dans mon cas, si je peux vous donner cet exemple, c'est que j'ai décidé de mettre des limites parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas d'accord en interne et ça a été mon erreur. C'est pour ça que je vous reboucle sur mes conseils du début, mais c'est que j'avais pas pris le temps. J'étais dans une phase de ma vie où financièrement parlant, j'avais vraiment besoin d'encaisser un maximum de missions. Et du coup, j'ai un peu coupé volontairement. Hein. Je sais très bien que j'ai coupé cette phase-là.
de compréhension vraiment du contexte en interne. J'ai pas cherché à vraiment savoir comment ça se passait dans la boîte. Et résultat, en cours de mission, quand j'ai commencé à présenter ce que je faisais, je me suis clairement aperçue que le dev, qui était aussi plus ou moins associé dans la boîte, ne voulait absolument pas d'une refonte et que c'était le PDG, le fondateur, celui qui avait la casquette un peu plus business, qui était persuadé qu'il fallait une refonte. Sauf qu'en fait, le dev bloquait tout, toutes mes propals, tout ça, en fait, rien n'allait jamais. Et en fait, je me suis rendu compte que clairement, c'était en interne. Et pour moi, la limite que j'ai dû mettre là, après avoir quand même essayé toutes les choses dont j'ai parlé, ça a été d'arrêter l'émission. Évidemment, j'ai perdu de l'argent dans l'histoire. Je crois qu'à l'époque, j'avais perdu peut-être 4 000 ou 5 000 euros. Donc, c'est pas rien non plus. Mais j'ai décidé de le faire. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je me suis sentie soulagée et à quel point je me suis dit waouh, qu'est-ce que ça fait du bien de poser cette limite aussi, quoi, qui est peut-être radicale, mais des fois c'est nécessaire. Donc voilà, c'est aussi important de se dire que parfois, c'est ça aussi la conclusion pour poser ses limites. Je pense avoir fait le tour du sujet. J'espère que ça vous a parlé. Si je dois résumer ce que j'ai dit, poser des limites à son prospect ou son client, c'est toujours plus facile de le poser à son prospect qu'à son client. Donc avant tout, posez-vous bien la question de comment vous pouvez poser vos limites en avant-vente. Et donc ça passe par le fait de poser les limites à soi d'abord. Quels sont ces non négociables? Quels sont pour moi les absolus et les choses que je ne veux pas ou que je veux absolument dans le cadre de mon travail? Poser ces limites de façon à pouvoir les expliciter de façon limpide et claire et que ça devienne presque un non-sujet. Ensuite, c'est comment vous pouvez bosser votre process d'avant-vente pour ralentir le rythme, donner vraiment cette sensation d'une posture professionnelle où vous prenez le temps de poser les choses, vous prenez le temps d'écouter, de reformuler, de re-questionner, d'amener des réflexions avant même la signature du devis. Donc c'est parler de vos process et de qui vous êtes et de vos valeurs. Et ensuite, poser les limites après la mission, enfin après la vente si besoin, lors d'une mission, ça passe par avoir toute une communication non violente, avoir vraiment une empathie, de pouvoir reformuler, de proposer des solutions et surtout d'avoir des choix très clairs, très formalisés pour lui donner le choix entre ces différentes options et du coup ce qui va lui permettre aussi de se dire c'est moi qui ai choisi donc je peux aller, je peux y aller, je suis en confiance et ok, ça me va avec cette limite puisqu'il n'aura pas l'impression encore une fois que c'est vraiment une limite. Voilà. Et dernier point, si vous sentez que ce n'est pas possible, quittez la mission. Voilà, avant que ça fasse plus de dégâts. J'espère que cet épisode vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire vos retours, soit sur YouTube, soit sur LinkedIn. Sur Instagram aussi, je suis tout à fait joignable. Vraiment, n'hésitez pas. Et si vous êtes dans cette situation-là, si actuellement vous ressentez que vous êtes dans une mission compliquée, etc., faites-moi signe aussi, parlez-en moi, n'hésitez pas. Je vais ouvrir des créneaux de 30 minutes, donc vraiment focus sur écouter vos besoins. Je suis vraiment dans une démarche d'écoute de vos soucis. N'hésitez pas à me faire signe si c'est ça. On se book un petit entretien pour en parler. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode. Ciao!